À Monaco, il y a des résidents dont le parcours et l'élégance sont source d'inspiration. Íñigo López de la Osa est de ceux-là. Issu d'une ancienne famille castillane qui compte le Cid parmi ses ancêtres, Íñigo est né à Stockholm, a vécu à New York, Madrid et Bruxelles. Dans sa famille, il y avait des militaires et des médecins et il a suivi les traces de son père, gynécologue renommé, pour lui aussi donner la vie. Depuis 23 ans, il vit en principauté avec sa femme et ses enfants. Non loin d'ici, à Vintimille, ce passionné d'équitation a investi dans un haras. Néanmoins, attiré par le monde des affaires depuis son enfance, ce n'est pas à des bébés ou à des poulains qu'il donne vie aujourd'hui, mais à d'importants projets immobiliers. Le gynécologue de formation est devenu promoteur. À son actif, les terrasses du port, la villa Les Cigognes, la villa Victoria et il a fait partie des concepteurs de Mare Terra. Cette double expertise, médicale et entrepreneuriale, lui apporte une approche singulière des problèmes et des solutions qu'on lui a demandé de transmettre dans le cadre d'un master de l'ESCP. Nous avons voulu partir à la rencontre de cette personnalité aussi incontournable que discrète en principauté, Íñigo López de la Osa. Bonjour Íñigo. Bonjour Yann-Anthony. Vous êtes un des grands promoteurs immobiliers de la place ici, on va y revenir dans cette émission, mais au tout départ, vous êtes gynécologue. Ouais, comme quoi, personne n'est parfaite. Ah bon? D'accord. Je pense que la médecine, c'était une des choses qui m'ont le plus aidé dans le monde des affaires par la suite. D'accord. Donc c'est vrai que c'est... Bon, en tout cas, vous savez donner la vie à de beaux ça, projets, sûr. vous savez accoucher de projets ambitieux. Alors, vous êtes espagnol, issu d'une grande lignée de Castille, notamment. En fait, vous avez d'un côté les militaires, Ouais, de l'autre côté les médecins. c'est ça. En fait, du côté de ma mère, mon grand-père était général dans la cavalerie. Donc D'accord. c'était la discipline, l'austérité, la rigueur. Ouais. Et du côté de mon père, c'était une famille de médecins. Mon grand-père était médecin gynécologue, mon père médecin gynécologue. Et donc, je me suis retrouvé dans l'élan. Et donc, voilà. Pourquoi vous n'êtes pas devenu militaire? J'ai hésité, j'ai hésité. Et d'ailleurs, mon grand-père, on en a longuement discuté, mais c'est vrai qu'il considérait, avec un grand critère, que le monde militaire avait beaucoup changé et c'était devenu trop politique. Il y a quand même quelque chose que vous avez retenu de ce côté-là de la famille, la cavalerie. Ouais. C'est que vous avez fait de la compétition équestre, Oui, du ça. saut d'obstacle. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai que bon, quelque part, quand on était petit, il fallait monter sur un cheval. Par contre, ce que ma mère ne s'y attendait pas et mes parents ne s'y attendaient pas, c'est que le fait de savoir monter à cheval et tourner dans le manège le samedi et le dimanche allait se convertir dans une vraie passion et la compétition. Parce que je considère que la compétition à tout niveau aide à forger le caractère des jeunes. C'est la discipline, c'est la rigueur, c'est surmonter l'adversité, c'est l'échec, c'est faire face à l'échec, apprendre à gérer l'échec. Et quand on apprend ça depuis tout jeune, je pense que ça aide énormément. Des échecs, il n'en a pas connu beaucoup. Íñigo López de la Osa est un champion d'équitation depuis son enfance. Il s'est illustré dans le championnat d'Espagne et a notamment remporté en 2017 le Grand Prix du Longines Global Champions Tour de Paris. Donc quand même, dans votre parcours, il y a la rigueur, la compétition, ça c'était le cheval. Et puis ensuite, combien d'années de gynécologie, de Et puis médecine? la médecine qui arrive du côté de mon père. 6 ans d'études à Madrid et une spécialisation à Bruxelles, en Belgique. Et là, je rencontre ma femme. ah oui, d'accord. Là, je rencontre ma femme. Qui elle-même est une Italienne. Comment vous l'avez rencontrée? Dans une soirée. En fait, c'est des amis qui nous ont organisé une blind date. D'accord. Ça a fonctionné. Okay. Et du coup, on s'est rencontrés. Moi, j'étais encore en avant-dernière année de gynéco, donc je devais finir. Et puis, elle habitait à Monaco. Alors, vous ne me répondez pas parce que je savais où je vous emmenais quand je vous ai demandé comment vous vous êtes rencontrés et comment vos amis ont organisé cette blind date. C'est parce qu'en fait, il y a un article qui est paru sur vous. Mais en fait, il y avait un article, effectivement, qui parlait de mon parcours, surtout de la médecine et de l'équitation. Ouais. Et on a des amis en commun qui ont vu cet article et ont dit « Ah,
Il a dit à ma femme, il faut que tu rencontres cette personne. D'accord. Et puis finalement, ça a marché. Et puis ça a marché. Alors quand vous êtes en Belgique et que vous rencontrez Francesca Franco, qui elle, d'ailleurs, est résidente monégasque, Oui. d'accord, et qui est une Italienne, là vous êtes gynécologue. Ouais, je suis gynécologue. Ouais. Là, je suis gynécologue. Quand on a décidé de se marier, mon beau-père était arrivé un peu soucieux. Il m'a dit, écoute, je suis très content que vous vous mariez, mais j'ai un souci, j'ai seulement une fille et j'ai une société de promotion, j'ai une boîte, il faut que quelqu'un s'occupe de ça. Et j'ai dit, écoutez, moi, je suis très content aussi de me marier, mais je suis gynécologue, donc je ne sais pas par où commencer. Et alors, il m'a dit, ne vous inquiétez pas, moi, je vais vous aider. Et quelque part, je rejoignais un peu une réflexion qui était venue de longue date quand j'avais fait le choix de faire mes études de médecine. Parce que moi, j'adorais la médecine, j'étais né dans un milieu médical. Et je m'étais fait une réflexion à l'époque, c'est qu'un médecin peut toujours devenir un homme d'affaires ne peut jamais devenir médecin. D'accord. Donc je me suis dit, je commence par faire la médecine, c'est ce que j'aime. Et un peu quelque part, je me suis retrouvé à faire l'autre vocation que j'avais, c'était les affaires. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à essayer d'apprendre comment faire ce métier. Et donc, votre première promotion immobilière ici à Monaco, c'est Les terrasses du port. C'est le tout premier. Ah ouais. D'accord. Bon, tu vois, c'était une belle surface. Bon, je dois dire que mon beau-père a été prévoyant parce qu'il a trouvé qu'il n'y avait pas suffisamment de grands appartements à Monaco et que si des familles voulaient venir s'installer, ça devenait difficile. Il faut se mettre, il y a 25 ans de ça. D'accord. Je me rappelle, au début, on nous disait, mais vous n'arriverez jamais à placer dans le marché des tels appartements. Et c'était, au début, Donc paradoxalement... là, la taille de cet appartement-ci. Il y a aussi des petits appartements dans les étages plus bas, mais paradoxalement, les appartements grands des étages élevés avaient beaucoup plus de demandes que les petits Donc classiques. ici, c'est quoi? C'est 400, 500 C'est mètres 400 mètres carrés. Ouais. 400 mètres carrés. Non, mais avec 4 chambres à coucher. Donc c'est vrai que c'est très grand, mais c'était des appartements qui étaient demandés, très demandés. Mais attendez, quand on est gynécologue, Ouais, mais là, j'avais aucun mérite. Là, je me suis retrouvé. Par contre, il est vrai que mon beau-père m'a dit, écoute, on est rentré dans ce projet, tu parles français, occupe-toi de le gérer. Alors moi, j'ai essayé de comprendre tout. Comment fonctionnait le marché monégasque, les prix du marché, les allocations, tout. Alors comment on fait pour intégrer ce monde de la promotion immobilière et comment on fait pour comprendre? Qui vous explique? La curiosité Ah ouais, personnelle. d'accord, La ouais. curiosité personnelle, demander à droite, à gauche. Et c'est là où la médecine m'a aidé. Ouais, Et pourquoi? c'est parce que cette empathie qu'on développe avec le patient, être à l'écoute, cette résilience, tous ces aspects, cette humilité d'être vraiment à l'écoute de quelqu'un, je l'appliquais. Je partais du principe que tout le monde pouvait m'apporter quelque chose, parce que je partais de zéro. J'étais un ignorant dans la matière. Par rapport au corps de métier, par rapport aux autres professionnels, même par rapport aux banquiers, comment vous faisiez Honnêtement, moi, je faisais comme les journalistes, je ne faisais que poser des questions. Moi, je voulais comprendre, j'écoutais ça, et pourquoi ci, et pourquoi pas, ici et là. Et après, j'utilisais le bon sens. J'arrivais une fois et j'écoutais, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas faire ça, parce que c'est mieux pour ça. Mais si on l'argumentait, il y avait des choses qui étaient défendables. D'accord. Et ça pouvait se faire. Mais étant donné que vous arriviez avec un regard nouveau et avec des questions a priori de béotiens, mais de garçons intelligents quand même, ça vous permet de trouver peut-être des solutions nouvelles. Oui, voilà. Et c'est comme ça que tout doucement on a développé. Après, peut-être les gens de leur côté, ils éprouvaient aussi un plaisir à échanger, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'on arrivait toujours à trouver des solutions. C'est comme ça que petit à petit, on est rentré, on s'est mis dans le marché, on a mis les appartements à la location, on en a vendu quelques-uns et ainsi de suite. Après les terrasses du port à Fontvieille, apportées par son beau-père, Inigo avait un objectif professionnel et personnel, monter son propre projet. Le jeune homme est humble, mais ne manque pas d'ambition. Sa devise, ne vole pas comme un coq si tu peux voler comme un aigle. Difficile néanmoins pour ce nouvel entrant sur le marché de la promotion immobilière de trouver un terrain à Monaco. Mais, comme un signe du destin, son passé d'accoucheur se rappelle à lui. Inigo acquiert les terrains de la Villa Victoria et de la Villa des Cigognes. Ce n'est pas encore l'aigle, mais les chassiers, symbole de fertilité et de naissance, volent tout de même mieux qu'un coq. Vos bureaux,
Les bureaux. Vous êtes pas mal Où installé tout, quand où même. tout se fait. Votre tout premier projet, c'était la Villa Victoria. Là, voilà, ça c'est le tout premier projet, la Villa Victoria. C'est une grande satisfaction parce que c'est vrai que je voulais me prouver à moi-même que j'étais capable de le faire, que j'étais capable d'y arriver. Et donc c'est vrai que c'était pas facile parce que, encore une fois, j'étais confronté au type de choix. Est-ce qu'on allait mettre des grandes surfaces? Est-ce que j'allais faire un appartement par étage? Est-ce que j'allais faire des duplex? Est-ce que dans un tel quartier, parce qu'il faut pas oublier que parfois on est dans des quartiers qui sont en devenir, donc c'est pas toujours facile de s'extrapoler au futur et se dire qu'est-ce que le marché va vouloir dans ce quartier. Et les décisions, vous les prenez comment? Le matin, tout seul. Non, Mais je demande de temps en temps un peu, j'essaye de... vous regardez l'évolution du Les personnes qui sont marché. autour de moi, je demande conseil. Qu'est-ce que vous feriez? Mais après, j'aime bien avoir mes moments tout seul pour réfléchir le matin. Je suis un lève-tôt et c'est le moment où je suis pour réfléchir sur toutes les choses, donc ça j'aime bien. D'accord. Et c'est là où on a pris une décision. On avait fait des bureaux parce qu'il y avait une demande de la part de l'administration qu'on fasse des bureaux dans les basements des immeubles, donc c'était très bien. Et puis voilà, après, on a décidé de faire encore une fois des grands appartements et ça a marché. Ça, c'est bien. C'était un petit immeuble, mais c'était la satisfaction personnelle d'y avoir abouti. Mais il faut des satisfactions Il en personnelles faut tous les comme jours. ça. Il en faut tous les jours. Ça, c'est le bureau du chef, ça. Ça, c'est le centre d'opération. Ah oui, alors dans votre bureau, je retrouve tout votre parcours, évidemment, la Suède. La Suède, le premier cheval sur lequel je suis monté Ouais. dans le parc. C'est vrai que vous avez un domaine vinicole. Ouais, ça c'est... En Espagne? En Espagne, du côté de la famille de ma mère. Ouais. C'est quelque chose qui est dans la famille, la tradition vinicole depuis des générations. Et puis, bon, bah, c'est moi qui ai hérité et qui a pris en charge la rénovation du domaine. Et donc, voilà, pour moi, c'est un endroit magique, c'est mes racines, c'est là où j'ai passé mon enfance. Avec des terres qui sont dans votre famille depuis des siècles. des siècles. Il est très bon. Il est très bon. Je suis content que vous ayez... Ah, ça, c'est le passé, et puis je vois qu'il y a le futur, il y a votre famille. Ouais, et les nouvelles générations. Ouais. On se lève le matin pour se battre pour eux, leur transmettre. Donc Francesca, et puis il y a vos enfants. Francesca, il y a Inigo et Victoria. Mais alors, votre premier immeuble, c'était donc pour votre fille, Victoria, mais Inigo, il n'a pas eu droit Alors, aussi. ça a créé un débat, mais je trouvais que c'était beaucoup plus beau le prénom de ma fille, Inigo. Mais Inigo, vous lui avez consacré quelques années de votre vie quand même, parce qu'il a dit « Papa, toi tu faisais de l'équitation, je veux faire de l'équitation aussi, je veux même en faire mon métier, je veux devenir professionnel et pourquoi pas aller aux Jeux Olympiques ». Un peu ça, oui. Ouais. Il a dit, papa, voilà, c'est ça, il a monté. J'ai trouvé une belle excuse pour passer du temps avec lui. Je D'accord. suis retourné au monde de la compétition. J'ai recommencé à faire des concours, on a passé des années magnifiques. Et lui, tout doucement, il a découvert que cette passion, il voulait en faire, en tout cas, une première partie de sa vie professionnelle ou sportivement parlant, même si, pour moi, la condition fondamentale, c'est qu'il continue ses études. Donc, il fait ça en combinaison grâce au soutien du comité olympique monégasque. Donc, c'est vrai que c'est... Oui, parce que là, il côtoie les plus grands. Il se bat avec les plus grands. C'est vrai. C'est vrai. Et comme il dit lui tous les jours, c'est Son coach, c'est Simon Delestre. Son coach, c'est Simon Delestre, Ouais. qui est un champion médaillé de bronze à Paris par équipe, une personne, vraiment un super cavalier et un très très bon entraîneur. Et c'est avec lui qu'il passe toutes ses journées à s'entraîner tous les week-ends en concours et à se préparer pour les championnats du monde l'année prochaine et en espérant d'obtenir la qualification pour les Jeux Olympiques. Et vu que de mettre le box ou les box pour les chevaux sur la terrasse, c'était pas pratique ici à Monaco, vous avez investi dans un haras à 20 000. En fait, quand tout ça est arrivé, on essayait de trouver un endroit pour faire du sport. Il avait commencé à Saint-Rémy et j'ai eu la chance de trouver ces vieux haras. Il y avait des vieilles écuries à Vintimille qu'on a réussi à acheter. Et là, on a transformé, on a fait un endroit très, très beau, je trouve, apaisant. C'est très orienté dans le sport du saut d'obstacle. Et c'est là qu'on a fait les premières années de compétition ensemble. Après, bon, là, il est parti pour ses études et sa formation équestre. Mais je vous invite à visiter parce que c'est un endroit magique.
Inigo, comment ça commence pour vous, Mare Terra, le projet? Mare Terra commence un jour où je reçois un coup de fil de Patrice Pastor qui me fait part du projet. Ensemble avec Gérard Brianti, ils avaient proposé au souverain ce développement. Et il m'appelle et me dit « J'aimerais bien que tu fasses partie de ce projet avec nous. On voudrait une majorité de promoteurs locaux pour chercher à aller après ensuite des investisseurs étrangers. Et c'est comme ça, moi au début j'étais un peu méfiant parce que c'était quand même un gros challenge. C'était un grand... Aujourd'hui, on est tous très contents de voir cet immeuble terminé, mais quand on voit le risque qu'il y avait derrière, et encore quand on grattait le fond de la mer sans savoir où est-ce que ça allait en sortir, là on est très content de le voir terminé. Donc j'étais au début... Ça représentait un énorme risque à l'époque? Quand on... Il y avait une part d'inconnu. Il y avait déjà la peur de l'inconnu, la technique, il y avait tout. Déjà la technique, le côté commercial, ça venait après. Mais déjà, il fallait sortir de l'eau. C'était financièrement, il fallait mettre beaucoup d'argent de côté pour, avec un risque, comme toute activité. Mais dans la vie, il faut aussi parfois prendre des décisions et il faut se lancer. Et c'est comme ça. Donc je suis très content parce qu'aujourd'hui, on est tous très sereins et contents. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'était un gros challenge et techniquement, c'était une... Et si ça ne marchait pas, vous perdiez tout? Je rentre à l'hôpital. Je rentrais vers le gynécologue. Vous redeveniez gynécologue. Non, mais j'avais toujours cette option. Je reste gynécologue quelque part. Mais c'est ça que vous vous êtes dit à un moment donné? Non. Si ça ne marche pas? Mais ça, je ne l'ai pas dit que ici. Je l'ai dit en général dans la vie. Il faut parfois prendre des risques. Parce que dans les affaires, il ne faut pas toujours être trop cartésien. Parce que sinon, on ne ferait jamais rien. Vous aimez le risque? J'aime le risque. Et je pense surtout, mais ça, c'est mon côté médical, que lorsque on sort de notre zone de confort, le cerveau, il a des mécanismes de survie hallucinants. Alors quand on se retrouve dans un problème, on ne sait pas comment, mais on arrive à trouver des solutions exceptionnelles. Alors que si vous faites un Excel et vous analysez le problème, vous ne le ferez pas, vous ne le ferez jamais. Donc je ne me suis pas trop attardé à faire des calculs, parce qu'il faut y croire dans les choses. Quand on y croit, ce qu'on fait, on se bat, et vraiment. Et c'est de là qu'on fait de l'adversité une opportunité. Je dis aux enfants, écoutez, vous savez, il faut faire de l'adversité une opportunité dans la vie. Il faut, même quand les choses viennent de face, il y a toujours un grain d'espoir, il y a toujours une façon de s'en sortir. Mais réellement, ici, quel était le risque? Parce qu'une fois que c'est fait, on se dit, ouais, c'était facile, ils ont gagné beaucoup d'argent. Mais indépendamment de ça, le risque, c'était gratter le fond de la mer, remplir 45 mètres de profondeur. Bon, ça avait déjà été fait à Fontvieille, mais... Ils avaient fait à Fontvieille, les techniques ont beaucoup évolué, c'était logiquement beaucoup plus performant. Mais le risque, il y est toujours. C'est quand même hyper profond. On a des risques de maîtrise des coûts, parce que quand on a un projet sur 8 ans, dans un contexte entre l'inflation, les matières premières qui montent, tout ça, c'est des choses qu'on ne peut pas sous-estimer quand on est dans une promotion. Alors, sur une promotion de 2 ou 3 ans, on arrive plus ou moins à maîtriser cette valeur. Mais quand on a un projet d'une telle longue durée, ce n'est pas toujours évident. Donc, il y avait plein de risques. Donc, c'est pour ça que je pense que il fallait le faire parce que c'était un challenge et on est tous contents, mais le risque, il existe toujours, surtout quand dans des opérations avec une telle technicité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, alors que vous étiez au départ un novice en matière immobilière et de promotion, aujourd'hui, vous êtes un professeur. Vous enseignez à l'ESCP, le real estate, l'immobilier. En fait, professeur, j'essaie de partager mes connaissances. Oui, ce que vous avez compris. C'est ce que j'ai compris, en fait. C'est vrai que j'étais contacté pour donner des cours dans le master de real estate. Ouais. J'étais né dans cette famille académique, dans un milieu fils de professeur. Donc moi, je pense que cette idée de transmettre, c'est quelque chose que j'ai toujours... Alors vous leur racontez quoi à vos étudiants? En fait, je pense que ce qu'ils aiment, parce que je pense qu'au début, j'étais un test et ça a marché, ils ont aimé, j'ai continué, c'est que je leur raconte le vrai côté pratique. J'arrive pas avec des textes théoriques de comment faire la promotion immobilière. Je leur raconte des problèmes auxquels j'ai été confronté pendant mes années d'expérience. Et alors, je leur donne le problème et la solution. Donc un exemple. Mais déjà, je commence avec une phrase et je la laisse pour vous faire réfléchir. Est-ce que l'immobilier, c'est un produit financier ou une activité industrielle? C'est comme ça que je commence. Je dis, ne me donnez pas la réponse. Je vous laisserai réfléchir. Est-ce que ça peut être les deux? Je pense que c'est les deux. Ah d'accord. Okay. Je pense que c'est les deux. Mais il ne faut jamais oublier que c'est une activité industrielle. Il
ne faut pas le conseiller en premier un produit financier. Donc des tas d'exemples comme ça, je leur raconte comment organiser les financements des projets immobiliers, le risque promoteur. Chaque pays a ses particularités, mais c'est plein de choses que je leur explique comment faire face. Et donc je pense sincèrement que ce qu'ils ont apprécié, c'est le côté très sens commun et très pratique de mes cours qui ne sont pas du tout théoriques. D'accord, mais alors, les conseils fondamentaux que vous leur donnez, c'est quoi? Tout à l'heure, vous parliez de résilience. Voilà, je pense la résilience. Je leur dis qu'il faut sortir de sa zone de confort. Les jeunes générations vivent un moment particulier, avec un accès au logement difficile, un contexte économique qui n'est pas le plus agréable pour des gens qui sont extrêmement bien informés. Donc c'est très challenging pour eux, c'est très démotivant parfois aussi. Donc il faut essayer de leur donner des chemins. On leur dit ce n'est pas impossible, mais sortez de votre zone de confort. Parce que je pense qu'un des soucis qu'il y a dans les nouvelles générations, c'est que, et ce n'est pas tout le monde bien sûr, mais malheureusement c'est les justes qui payent toujours pour les pêcheurs, c'est le manque de rigueur. Donc c'est pour ça que je leur transmets aux jeunes, écoutez, battez-vous, mais surtout sortez de votre zone de confort. Parce que honnêtement, quand on sort de sa zone de confort, on réfléchit. Ça va plus vite. Non, on trouve des solutions. Et après, il est vrai que ce n'est pas facile dans la vie parce qu'il faut prendre des décisions. Moi, je compare ça à la théorie des ronds-points. On arrive dans un rond-point et il faut prendre une sortie. Et cette sortie, c'est une décision. On ne sait pas si c'est la bonne ou pas. Si elle est la bonne, on va se rendre tout de suite qu'on arrive dans le bon sens. Mais si ce n'est pas la bonne, on va retrouver le chemin et peut-être par un autre rond-point, on trouvera le bon chemin. Bon, imaginons qu'on se retrouve quelques années en arrière et que vous avez 18 ans. Ouais. Donc, remontons le temps de 7 ans. Oui, merci. Là, vous êtes dans le rond-point. Est-ce que vous prenez études de promotion immobilière et le fameux Master de Real Estate ou est-ce que vous prenez médecine, gynécologie? Est-ce qu'en faisant médecine et gynécologie, vous avez perdu du temps par rapport à ce que vous avez fait derrière? Pas du tout. Aujourd'hui, en sachant que j'ai arrêté d'exercer la médecine, si je devais recommencer, je referais la médecine. Ah oui. Je pense, et j'ai un peu la chair de poule à le dire, mais c'est vrai, les sentiments qu'on éprouve, le contact avec les malades, apprendre que derrière les yeux, il y a un être humain et que c'est ce qu'on voit et on vit dans la médecine quand on traite avec des personnes malades, mais qu'on se rend compte qu'après, dans le monde des affaires, on perd un peu ce côté humain. Et c'est quelque chose que j'ai toujours gardé. Je garde à l'esprit, j'adore le langage corporel, l'interprétation. On est médecin, on mourra médecin, je mourrai médecin, donc j'ai cette déformation. Et c'est pour ça que si aujourd'hui je... Vous observez beaucoup vos interlocuteurs? J'adore. Ouais. Vous diagnostiquez en permanence? Non, diagnostique pas en permanence parce qu'alors là c'est épuisant. Ouais. Mais j'aime bien. Quand vous rencontrez quelqu'un, j'aime bien. Vous comprenez tout de suite quelque chose? J'essaie d'interpréter la personne et je comprends beaucoup de choses. Mais parce que je raconte une anecdote. Quand j'étais à l'hôpital, en dernière année de médecine, je me rappelle avec le professeur de médecine interne, le patient, il nous serre la main. Il me regarde et me dit quel est le diagnostic. Je dis mais il a rien dit. Je lui dis écoutez, vous devez apprendre à observer comment il marche, comment il s'est assis, comment il vous a serré la main, la couleur de la peau, la couleur des yeux. Vous avez déjà la moitié du diagnostic. Apprenez à observer. Et c'est vrai. Dans la médecine, ça m'a appris à observer l'être humain. Et ça, je trouve que c'est une des choses qui sont fascinantes parce que l'être humain, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et c'est ça qui m'a beaucoup aidé dans les affaires après. Donc je recommencerai, je refais la médecine. Je me sens observé et analysé là, ça va? Pas du tout. Ça va très bien. Merci Inigo. Merci Yann-Anthony. Inigo Lopez de la Osa est de ceux qui donnent du sens à tout ce qu'ils entreprennent. Passionné par la médecine et les affaires, il est parvenu à force de curiosité, de travail et de ténacité à conjuguer les deux pour, bel et bien, devenir un aigle. Une belle rencontre.